Ce projet a été réalisé par des étudiants en ergothérapie à l'Université Laval dans le cadre du cours Neurosciences 1 MED 1906. Cette vidéo est un travail étudiant ne constituant pas des conseils médicaux ni professionnels. De plus, la vidéo ne contient pas de contenu tiré de sources protégées par le droit d'auteur. Un médecin généraliste rencontre un patient lui affirmant que sa vue a diminué de manière considérable et qu'il voit parfois embrouillé. Le médecin se questionne à savoir si ce patient pourrait souffrir d'une atrophie corticale postérieure, une maladie dégénérative affectant les lobes occipital, pariétal et temporal. Par contre, le médecin considère qu'il doit en apprendre davantage sur cette maladie afin d'être certain de poser le bon diagnostic. Ainsi, quelles sont les physiopathologies, les symptômes ainsi que les traitements reliés à cette maladie et comment peut-elle être différenciée de la maladie d'Alzheimer? L'atrophie corticale postérieure, ou ACP, ou encore appelée syndrome de Benson, est une maladie neurodégénérative très rare et évolutive. L'ACP a été décrite pour la première fois par le neurologue tchèque Arnold Pick en 1902. Par contre, c'est le docteur Frank Benson qui a isolé pour la première fois le cadre nosologique de l'ACP, donc qui a classé méthodiquement cette maladie en 1988 à l'aide de 5 patients qui présentaient une démence progressive dont les premiers symptômes étaient l'agnosie visuelle, quelques symptômes du syndrome de Balin ou encore des symptômes du syndrome de Gerstmann. Ces nombreux symptômes caractéristiques de l'ACP vont être approfondis au cours de la présentation. Plusieurs spécialistes considèrent l'atrophie corticale postérieure comme une maladie à part entière, alors que plusieurs autres la considèrent comme une sous-catégorie de la maladie d'Alzheimer ou la forme visuelle de la maladie d'Alzheimer. En effet, ces deux maladies neurodégénératives sont caractérisées par une atrophie de région du cortex cérébral. De plus, cette atrophie est causée dans les deux maladies par l'accumulation de plaques amyloïdes et la dégénérescence neurofibrillaire. Ces deux éléments vont être expliqués davantage dans la partie des physiopathologies de l'ACP. Cependant, comme démontré par plusieurs études, les régions corticales touchées par l'atrophie sont assez différentes dans l'ACP et la maladie d'Alzheimer. En effet, chez les patients atteints de l'ACP, l'atrophie corticale touche davantage la région postérieure du cortex, plus précisément les lobes occipital, pariétal et temporal, alors que chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, on observe davantage une atrophie dans le cortex préfrontal et l'hippocampe. Ainsi, puisque l'atrophie corticale ne touche pas les mêmes régions du cerveau, les symptômes sont différents entre ces deux maladies. En effet, les patients atteints de l'ACP présentent principalement des symptômes de troubles visuels tels qu'une désorientation gauche-droite ou encore une incapacité de percevoir deux objets en même temps, soit la simultanéosie. Les patients souffrant de la maladie d'Alzheimer ont quant à eux davantage des problèmes de mémoire, des troubles du langage ou encore des problèmes de planification. Le cerveau est divisé en différents lobes, soit le lobe frontal, pariétal, occipital et temporal. Chacun des 4 lobes a sa localisation et ses propres fonctions. L'ACP atteint principalement 3 lobes, soit le lobe pariétal, occipital et temporal. D'abord, le lobe pariétal est postérieur au lobe frontal. Il assure la reconnaissance et le rappel des formes, textures et poids des objets. C'est aussi lui qui permet la proprioception, c'est-à-dire la perception de la position dans l'espace. Une lésion de ce lobe peut causer l'agnésie, qui se décrit par l'incapacité à reconnaître un objet quelconque sans le voir. Il y a aussi le lobe occipital, qui est le plus petit des lobes mentionnés. Il est situé en postérieur du lobe pariétal et temporal. Le lobe occipital s'occupe de l'aspect visuel. Il assure la perception et reconnaissance visuelle des objets. Il permet aussi la reconnaissance des visages, qu'on nomme prosopagnosie. Le lobe temporal est situé en antérieur du lobe occipital et en postérieur du lobe frontal.
Il permet la perception auditive, la réception du langage et la mémoire visuelle. Il contient l'hippocampe, qui est responsable de la mémoire déclarative, et l'amygdale, qui joue un rôle au niveau des émotions. Une lésion du lobe temporal peut interférer avec la reconnaissance, la mémoire et la production du langage. Il y a deux principales voies corticales, soit la voie ventrale et la voie dorsale. La voie ventrale est associée à la perception et l'identification et la voie dorsale est associée aux actions. Le lobe occipital est le lieu de départ commun de la transmission d'informations pour les deux voies. Dans la voie ventrale, les objets sont reconnus et l'information visuelle est transmise par la suite au lobe temporal. La voie dorsale, elle, permet la localisation d'objets et dirige l'information vers le lobe pariétal. L'ACP s'explique selon le type d'atteinte des voies corticales de la perception visuelle. D'abord, la voie ventrale, aussi appelée voie occipito-temporale ou voie du quoi, est impliquée dans l'identification et la reconnaissance des objets du côté contralatéral au champ de vision. Elle est aussi impliquée dans l'identification et la reconnaissance des visages, des couleurs et de l'écriture. Les formes d'ACP ventrale sont plus rares. Elles peuvent se manifester par une présence d'agnésie visuelle concernant plusieurs stimuli, objets, lettres, mots, dans ce cas-ci on parle d'alexie, visage et les lieux, agnésie environnementale. On peut l'observer en cas d'atteinte au niveau occipital ou occipito-temporal. La voie dorsale, aussi appelée voie occipito-pariétale ou voie du ou, est celle qui est le plus fréquemment atteinte. Cette voie est impliquée dans la détection de la localisation et des déplacements des objets dans la préparation des mouvements. La perception visuelle dorsale est atteinte. C'est une forme d'ACP qui se décrit par une atteinte bipariétale ou occipito-pariétale. Elle se manifeste par une alexie, un trouble des gestes symboliques ou d'habillage. L'ataxie, c'est-à-dire l'incapacité d'utiliser l'information visuelle pour diriger le mouvement, est aussi observable. Souvent, dans le cas de l'ACP, les deux voies corticales sont atteintes. Tout comme la maladie d'Alzheimer, les plaques amyloïdes et la dégénérescence neurofibrillaire sont impliquées dans l'ACP et sont formées par le processus normal de vieillissement. Les plaques amyloïdes sont des amas fibreux qui s'accumulent à l'extérieur des neurones et entre ceux-ci. En effet, c'est la protéine bêta-amyloïde qui s'agglutine pour former des plaques. Celle-ci provient d'une plus grosse molécule présente dans la membrane qui entoure les cellules saines. Une concentration élevée de ces plaques serait toxique selon certains chercheurs. Dans l'ACP, les plaques amyloïdes seraient concentrées dans les régions occipitales et pariétales. De son côté, la dégénérescence neurofibrillaire est formée d'une substance qui s'agglutine en fibres de petit diamètre. Ceci est dû à une protéine qui devient anormale à l'intérieur des neurones. Ce sont les protéines Tau qui se désintègrent en filaments et qui s'enchevêtrent. Lorsqu'il y a trop de phosphate, la molécule devient plus collante et il y a formation de filaments en forme d'hélice qui empêchent les microtubules d'acheminer les nutriments aux neurones. La stabilité est alors perturbée et le neurone est comprimé, endommagé et éventuellement tué. Contrairement à l'Alzheimer, l'atrophie corticale postérieure a pour manifestation principale une atteinte des capacités visuelles. Il existe plusieurs façons de classer les différents symptômes de l'ACP, comme la fréquence de rencontre de ces symptômes et d'après les voies corticales reliées à ces symptômes. Nous allons commencer par cette dernière. En fait, il est possible que l'ACP affecte la région occipito-pariétale du cerveau. Une atteinte de cette région altère la capacité à comprendre l'environnement visuel. Ainsi, les symptômes qui ressortiraient sont la dyspraxie, une agraphie, des symptômes du syndrome de Balin ou du syndrome de Gertzmann. De plus, l'ACP peut se manifester par une atteinte de la région occipito-temporale qui laisserait voir des symptômes tels que la distorsion visuelle, une alexie, une agnosie topographique, une agnosie environnementale, une agnosie aperceptive des objets ou une prosopagnosie. En effet, une atteinte de cette région cause des problèmes de compréhension de ce qui est vu. Ensuite, les symptômes les plus fréquents sont l'acalculie du syndrome de Gertzmann, la simultaniosie du syndrome de Balin, une agnosie visuelle aperceptive, autant pour les objets que pour les visages ou les couleurs, une héminégligence visuelle, une hémianopsie latérale homonyme, une paraphasie, des illusions et des hallucinations, un trouble de la compréhension, une apraxie constructive, une apraxie d'habillage, une alexie et une agraphie. Afin de diagnostiquer l'ACP chez un individu, il est nécessaire d'effectuer plusieurs tests cliniques. Comme dit précédemment, la région cérébrale touchée par l'ACP est responsable du traitement des informations visuelles. Par conséquent, le diagnostic peut être retardé parce que le patient va souvent consulter un médecin spécialiste de l'œil en pensant que les symptômes qu'il éprouve sont associés à des troubles de la vision. Puisque l'ACP est une maladie sous-reconnue, il y a souvent un retard dans le diagnostic.
Il n'existe aucun test unique et précis pour diagnostiquer l'ACP. Le médecin doit prendre en considération l'entièreté des symptômes du patient. Il doit procéder à l'évaluation de ces derniers afin d'éliminer d'autres maladies du diagnostic qui pourraient être la cause des symptômes du patient. Cette évaluation, qui est très approfondie, inclut des tests de réflexion cognitive, une imagerie du cerveau à l'aide d'un IRM ou d'un CT scan, des tests sanguins, des examens de la vue spécialisés et l'utilisation d'un PET scan. Chez les patients atteints d'ACP, l'IRM relève de manière précise une atrophie bilatérale des lobes occipitaux, pariétaux et temporaux postérieurs. Souvent, l'atrophie qui est visible est asymétrique et davantage prononcée au niveau de l'hémisphère droit. Le PET scan relève souvent, un hypométabolisme des ondes cérébrales postérieures qui se caractérise par une activité cérébrale diminuée de ces ondes, ainsi que des champs oculaires frontaux dans les stades les plus avancés de la maladie. À ce jour, il n'existe aucun moyen de guérir l'ACP. Par contre, certains médicaments semblent particulièrement efficaces dans le traitement des symptômes et dans la réduction de ces derniers. Les inhibiteurs de la cholinestérase peuvent être utilisés chez les patients atteints d'ACP afin d'améliorer leur cognition et leur vivacité d'esprit. Ils retardent la rupture de l'acétylcholine libérée dans les fentes synaptiques et améliorent ainsi la neurotransmission cholinergique qui joue un rôle sur l'apprentissage et la mémoire. D'autres approches thérapeutiques permettent également de gérer les symptômes de la maladie. Par exemple, l'ergothérapie peut aider à améliorer le fonctionnement quotidien en aidant le patient à gérer sa vision et à se déplacer dans sa maison en toute sécurité. Des aides visuelles pratiques peuvent être utilisées comme une horloge parlante qui aide à renforcer l'autonomie des patients. Étant donné que c'est une maladie progressive, l'espérance de vie après le diagnostic pourrait être similaire à celle des patients atteints de l'Alzheimer, soit entre 8 et 12 ans. Plusieurs recherches et études sont aujourd'hui en cours afin de mieux connaître la maladie. Par exemple, l'hôpital universitaire Jiménez-Diaz à Madrid effectue présentement une étude afin d'améliorer les diagnostics pour les maladies neurologiques rares, dont l'ACP. Finalement, l'ACP pourrait être considérée comme une maladie à part entière par ses différents symptômes et les zones qu'elle touche.